Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux accepter. Angela Davis. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. Yeah, but the question is, Molly, how do you get there? You get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. Dans une vidéo qui date d'il y a un peu plus d'un an, j'avais eu l'occasion de lancer comme ça cette phrase imprévue et de dire construisez-vous collectivement quelque chose qui puisse réellement transformer le monde dans lequel vous vivez et avec lequel vous allez vous transformer. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir aujourd'hui. J'imagine que peu d'entre vous ignorent la légende prétendument amérindienne du colibri, cette histoire qui a été popularisée chez nous depuis quelques années par Pierre Rabhi. Pour les plus retardataires, on rembobine, mais toutefois écoutez bien jusqu'à la fin. La légende dont on ignore en fait la provenance véritable en dehors de l'articulation marketing qui consiste à rendre chic et branché désormais tout ce qui a l'appellation amérindien, sauf évidemment leurs conditions réelles d'existence bien sûr. Bref, cette légende donc raconte qu'il y a eu un jour un immense incendie dans une forêt. Tous les animaux restaient de marbre ou fuyaient devant ce désastre. Tous, à l'exception d'un petit colibri qui s'empressait de faire des allers-retours de l'océan vers la forêt, en déposant sur l'incendie les quelques gouttes d'eau qu'il pouvait contenir dans son bec. Agacé, le tatou demande alors au colibri s'il n'est pas fou d'agir ainsi alors qu'il semble impossible d'éteindre l'incendie. Alors, le colibri lui répond, ce qui est désormais devenu le nouvel adage prétendument révolutionnaire dans nos médias et aux alentours, « Je le sais, mais je fais ma part ». Plusieurs choses d'abord. Le colibri ne donne pas tort au tatou, au contraire même, il lui donne raison. Seulement, il ne préfère pas rester à rien faire. Il lui dit « je sais ». En cela, nous pourrions valoriser un optimisme de la volonté par opposition au pessimisme bien obligé de la raison dont Gramsci faisait état. Gramsci disait que s'il y avait des raisons et des conditions au fait d'être effectivement pessimisme quand on réfléchit à une situation, il fallait garder l'optimisme de la volonté, notamment pour la transformer. En revanche, ce point est assez vite contrebalancé par l'arrogance individualiste qui suit et qui nous donne et qui sonne moins comme un appel collectif qu'une mise en valeur personnelle. Mais bref, l'histoire ne s'arrête pas là. Les origines confuses de cette légende ont conduit à diverses interprétations. Tandis que les adeptes du petit colibri racontent que la forêt se met à reverdir, ce qui relève davantage du conte de fantaisie que de la légende, d'autres, et c'était le cas notamment de Jean-François Bécon, racontent plutôt que le petit colibri finit par mourir d'épuisement à force de porter tant d'eau dans son petit bec. Nous avons là une allégorie qui trace deux trajectoires bien distinctes. La première prétend qu'il n'y a qu'en se changeant soi-même qu'on peut changer le monde et en faisant sa part, l'autre qu'un tel principe est vain et qu'il faut y préférer la lutte collective et politique. J'ai d'ailleurs écrit un essai en 2016, Faucon Rouge, qui avait vocation à définir une autre voie entre l'impérialisme américain et le mode de production capitalisme désigné par Leigh. Et de l'autre, le petit colibri pris comme un symbole ici des nouvelles luttes gauchisantes, les plus souvent au service, en réalité, du capital. D'ailleurs, quant à savoir quelle position adopter et où se tenir sans être extrémiste et dogmatique quant à ces mouvements, j'y répondais dans le livre notamment au travers d'un long article sur la structuration révolutionnaire. De même, nous avons prolongé cela dans les vidéos Faucon, justement de deuxième année sur notre site, qui s'affichent à l'écran et en description. Ces histoires ne sont pourtant pas nouvelles, mais si la légende du colibri incite au moins à une forme d'action dans l'espace public, et on peut le lui reconnaître, ce n'est pas le cas de toutes les fables qui gravitent autour de celle-ci et s'enracinent dans certaines pratiques. Je parlais ici de la sempiternelle rengaine stoïcienne qui nous invite à voir le monde autrement qu'il n'est, à n'agir que sur ce qui dépend de nous, comprendre nos représentations et notre regard sur une situation, nos émotions, mais rien du reste. Santé, politique, tout cela relève d'un karma dont on ignorerait tout et ce serait perdre son temps pour gagner beaucoup de peine que de s'y attacher. La philosophie traditionnelle est même imprégnée, pour ne pas dire gangrénée, n'en déplaise à certains, par ce stoïcisme latent qu'on retrouve même chez Descartes ou Nietzsche, dans des formes et à des degrés divers, mais avec la même logique. À croire qu'en matière de vie sociale et politique, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter. C'est l'acceptation qui fonde l'ataraxie, comprendre la tranquillité de l'âme chez les Grecs. Chez les Stoïciens. Parce qu'il serait vain de tenter de changer quoi que ce soit à ce monde. Il n'est pourtant pas anodin que ces principes apparaissent chez des esclaves, ensuite affranchis comme Épictète. À une telle époque, avec un développement des forces productives minimales et surtout un développement social encore restreint, cela peut se comprendre. Mais il n'en demeure pas moins que cette prétendue philosophie
est au choix soit une philosophie des Slaves, comme chez Épictète, qui permet au mieux d'accepter une condition humaine pénible plutôt que de tenter en vain de la transformer individuellement. Au pire, il s'agit d'une morale de rebelle aristocrate, pour employer les termes de Domenico Losurdo, comme chez Nietzsche. Mais la logique demeure la même, trouver sa place, si tant est que cela ait un sens, s'y tenir et surtout s'y maintenir. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les pensées orientales et, à l'heure actuelle aussi, chez Michel Onfray, où il peut être parfois difficile de saisir la critique de l'économie politique marxiste parce que le monde immanent semble insaisissable et qu'on préfère alors s'en remettre à un au-delà ou à une extériorité immanente mais toujours invisible et seulement imaginaire. Mais il ne faut pas croire pour autant que ce soit le religieux en tant que tel qui doit être condamné ici, au contraire même. À l'athéisme de la soumission stoïcienne à l'ordre établi par l'acceptation du monde, nous pouvons largement préférer la force profondément révolutionnaire du Christ et de tous les soulèvements chrétiens étudiés par Marx et Engels d'ailleurs dans l'histoire. Mais ici encore, je ne fais qu'esquisser quelques points et ne peux que vous inviter à nous rejoindre et surtout à suivre nos séminaires. Encore une fois, les vidéos publiques ne sont qu'un impératif, parce que c'est ce que se former permet de mieux. Reprenons. Dans cette vision du monde, il y a une conjugaison entre la fuite et l'inhibition. Pourtant, tout montre que les conquêtes individuelles les plus grandes sont d'abord le fruit du développement social, du développement des forces productives et des conquêtes collectives. Qu'aurait été la conquête des droits civiques dans l'Amérique ségrégationniste si les personnes victimes de racisme s'étaient contentées d'accepter plutôt que de transformer justement le monde. De même, c'est porté par une révolution collective, organisée, structurée, que Thomas Sankara, par exemple, put lutter contre l'excision traditionnelle à l'encontre des opinions les plus réactionnaires de l'époque. Ainsi, il libérait réellement les femmes de cette pratique affreuse. Qu'aurait-elle dû faire, sinon accepter ? Plus encore, c'est la gestion collective des organismes du régime général de sécurité sociale qui a permis en moins de 50 ans d'obtenir en France une espérance de vie qui était à peine de 45 ans au début du siècle à 70 ans dans les années 60. La mortalité infantile en 1945 était de 108 décès pour 1000 naissances. En 1955, ce n'est plus que 37 pour 1000, du fait d'un accès décuplé aux soins et à la prise en charge des patients, etc. Or, si le programme du CNR des Jours Heureux n'avait pas existé, et si les militants et résistants, notamment et majoritairement communistes de l'époque, s'étaient contentés d'accepter le monde tel qu'il était, eh bien, nous ne serions tout simplement pas là. Encore une fois, que Descartes préconise à Élisabeth la lecture de Sénèque lorsqu'elle souffre d'une maladie pénible à une époque où l'on ignore comment en venir à bout, pourquoi pas ? Mais pas aujourd'hui, pas après les conquêtes scientifiques et sociales collectives et communes de l'humanité en actes. Tout cela n'aurait pas pu exister si nos anciens, plutôt que de faire société, avaient préféré faire communauté à part, au fin fond d'une forêt, en reprenant tout à zéro, comme si aucun héritage passé n'avait existé ou eu de sens. Bref, la crise est le moment d'un choix, je l'ai répété sans cesse. Le choix que nous avons devant nous est le suivant, puisque les charlatans du développement personnel aiment se référer à l'Antiquité, que préférer alors ? Épictète les Slaves ou Spartacus le leader révolutionnaire ? Nous devons décider et inscrire cela en filigrane de nos actions, conduites et formations intellectuelles aussi, sans cesse. Alors, avec Angela Davis, transformons les choses que nous ne pouvons plus accepter. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'on ne doit pas aussi se transformer soi, mais que cette unité du jeu n'est possible que par l'entremise d'un développement social qui nous constitue en premier lieu. Bien sûr, il faut agir sur soi. Bien sûr qu'il est louable de tendre à être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Mais sans oublier pour autant l'action sociale et politique et la transformation économique et institutionnelle qui peut collectivement nous rendre meilleurs individuellement aussi. A year ago, the Black Panthers were much more active. You heard much more about that type of struggle. Is the time of the Black Panthers past? The Black Panthers still exist, and the Black Panthers are still extremely active in the Oakland community and communities all over the country. I'm not sure whether you are aware of what is now happening in the Black Panther Party and the kinds of things that members of that party are doing now. No, but tell me. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. Yeah, but the question is more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, without realizing that
the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. If you are a black person and live in the black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you, when I was living in Los Angeles, for instance, long before the situation in LA ever occurred, I was constantly stopped. No, the police didn't know who I was, but I was a black woman and I had a natural, and they, I suppose, thought that I might be a, quote, militant. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Whether I approve of guns. I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I remember from the time I was very small, I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. I remember my father having to have guns at his disposal at all times because of the fact that at any moment we might expect to be attacked. The man who was at that time in complete control of the city government, his name was Bull Connor, would often get on the radio and make statements like, niggers have moved into a white neighborhood, we better expect some bloodshed tonight. And sure enough, there would be bloodshed. After the 4 young girls who lived, one of them lived next door to me. I was very good friends with the sister of another one. My sister was very good friends with all 3 of them. My mother taught one of them in her class. My mother, in fact, when the bombing occurred, one of the mothers of one of the young girls called my mother and said, can you take me down to the church to pick up Carol? We heard about the bombing and I don't have my car. And they went down, and what did they find? They found limbs and heads strewn all over the place. And then after that, in my neighborhood, all of the men organized themselves into an armed patrol. They had to take their guns and patrol our community every night because they did not want that to happen again. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. Because what it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa.